Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Chez moi à la maison, dans la rue, j'ai posé la question, c'est quoi l'Union européenne? Alors la réponse que j'ai reçue, c'était très varié et c'était surtout une organisation qui écrit des chèques, qui donne l'argent, mais ce n'est pas ça l'Union européenne. Là, je crois que vous avez bien dit, c'est 27 pays, mais c'est en fait 28 pays. C'était trop vite avec le Brexit. Avec le Brexit, ouais, tout à fait. C'est 28 pays, ouais. Mais surtout, les 28 pays, ils se sont fondés à un moment donné sur une idée d'unité et de paix. Peut-être si je peux juste sauter 60 ans en arrière, il y avait la guerre en Europe, il y avait les gens qui s'est tirés dessus entre la France, entre l'Allemagne. La guerre était finie. Et là, les gens ont eu cette vision de se mettre ensemble à une table et de dire mais il faut qu'on mette fin à ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et c'est là, ils ont commencé à 1950 de dire voilà, on veut créer quelque chose qui nous réunit. Et d'ailleurs, souvent on me pose la question mais c'est quoi les 12 étoiles du drapeau européen? Pourtant, il y a 28 États. Est-ce que c'est les pays? Mais là, on est 28, donc ça peut pas être ça. Absolument. Mais en fait, c'est l'unité, c'est l'harmonie. C'est comme les 12 heures. C'est l'image de l'harmonie. C'est pour ça qu'on a les 12 étoiles. D'accord. Et donc, si vous regardez en Europe aujourd'hui, on a la période la plus longue sans guerre. Avant, les guerres s'enchaînaient en Europe. Et depuis le moment où on a créé l'Union européenne, il n'y a plus de guerre en Europe. Alors, en français facile, c'est quoi votre job en tant qu'ambassadeur de la délégation de... Votre job, votre métier, c'est quoi en tant qu'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, représentant de la délégation de l'Union européenne? Alors, je représente l'Union européenne, oui. Et donc, ça veut dire, je voudrais bien faire comprendre d'un côté ce que c'est l'Union européenne, ce qu'on est en train de faire, mais surtout faire comprendre que c'est beaucoup plus que faire des projets, ce qu'on fait aussi, mais aussi de faire comprendre que, surtout avec la Côte d'Ivoire, parce que là, je suis ambassadeur en Côte d'Ivoire, on partage beaucoup plus que des intérêts financiers. On est un partenaire depuis 1961 ici en Côte d'Ivoire. Et donc, pendant toutes les crises, on était là. C'est-à-dire, dans mon premier discours que j'ai fait en Côte d'Ivoire, j'ai réfléchi, mais comment je peux mettre ça dans une image? Et j'ai dit, c'est un vieux mariage. On a un vieux mariage qui existe depuis longtemps et qui réunit sur un plan des valeurs, sur un plan d'économie, sur un plan politique, sur un plan des intérêts communs, sur un plan humain. Il y en a beaucoup d'Ivoiriens qui sont allés en Europe, il y a beaucoup d'Européens qui sont ici, qu'on voit tous les jours. Donc, en tant qu'ambassadeur, j'essaye de faire comprendre ce que c'est l'Union européenne. C'est un ensemble de choses. Est-ce qu'avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, vous ne vous marchez pas un peu sur le pied en termes d'attribution, d'action? Je dirais, la question pourrait être même plus radicale dans le sens pourquoi il y a l'Union européenne ici. Finalement. S'il y a tous les États membres ici. Absolument. C'est aussi une question qu'on m'a posée. Mais alors, on a l'ambassade de France, on a l'ambassade de l'Allemagne, la Belgique, etc. Pourquoi l'Union européenne? En fait, pour ça, il faut bien comprendre l'Union européenne. L'Union européenne, c'est les États membres qui se sont mis d'accord de donner, dans certains domaines, une compétence à l'Union européenne. Ce que eux, ils font plus. Je vous donne un exemple qui est très simple. Peut-être 2 exemples même. Voilà. Alors, premier exemple, c'est le commerce. Le commerce, aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui va conclure un accord entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire de commerce. Ce qu'on a fait. D'accord. Aucun État membre qui fait ça. D'accord. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que à l'intérieur de l'Union européenne, on a un marché intérieur où vous bougez librement. Vous savez, moi je suis allemand, quand je suis en Allemagne et je roule avec ma voiture en Belgique, il n'y a pas de contrôle, c'est l'autoroute qui continue. Si je produis en Belgique et je veux vendre mon produit en France ou à Luxembourg, mais je vais le vendre. Donc c'est un marché intérieur. C'est-à-dire, par logique, tout ce qui est commerce doit respecter que les produits rentrent dans un marché unifié. Un marché commun. Marché commun, c'est pour ça, il y a une compétence exclusive de l'Union européenne sur ça. D'accord. Après, prenons l'autre exemple, c'est la migration. Quand on parle de la migration, par exemple, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la migration
légale, illégale. Et d'ailleurs, je suis un grand fan de parler pas d'une manière isolée de migration illégale, mais de voir aussi légale. C'est la même chose. Les gens, ils vont aller dans un marché intérieur, dans un espace Schengen, qui en fait englobe plusieurs pays. D'accord. Et donc, de nouveau, c'est l'Union européenne qui fait ça. Par contre, vous prenez, par exemple, une simple question de l'investissement. Mais chaque État membre a ses entreprises qui viennent ici. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y en a beaucoup qui viennent ici pour s'installer en Côte d'Ivoire. Mais quelque part, là, les entreprises sont des concurrents. Vous avez des entreprises allemandes qui sont des concurrents des entreprises françaises et d'autres. Et donc, ça veut dire, là, chaque État membre est responsable. Par contre, vous rencontrez un problème qui est commun pour tout le monde, par exemple sur le climat d'investissement, mais là, ensemble, avec les États membres, on va les soulever. C'est l'Union européenne qui va les soulever. D'accord. Bon, c'est assez clair en tout cas. C'est complémentaire. Absolument. Et comme disent les Avignonnais, les parkings sont partagés. Alors, voilà. Le 13 novembre 2018, vous présentiez vos lettres de créance au président de la République. Cela fait donc 5 mois que vous êtes établi en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis ? Alors, quand je suis arrivé ici, disons, on m'a dit la relation était pas la meilleure entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On va y arriver dans tous les cas. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux. Mais après, j'ai mis vraiment un effort pour pouvoir reconstruire cette relation. Et je pense, c'est assez bien réussi. Donc, après 5 mois, je crois, je peux dire qu'on a une très bonne relation. Et là, je parle avec tous les acteurs politiques, le gouvernement, l'opposition, la société civile. Et c'est ça qui est important. Vous savez, quand vous venez en tant qu'ambassadeur dans un pays, c'est le dialogue, c'est la relation qui est le premier instrument pour construire quoi que ce soit. J'ai une question un peu étrange à ce propos. Pourquoi l'Union européenne vous a choisi, vous ? Peut-être par rapport à votre tempérament, vous êtes un pacificateur. Mais écoutez, c'est un processus de sélection. Honnêtement, j'étais en charge à Bruxelles d'une vingtaine de pays africains. D'accord. Et mais pas l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt d'autres pays de l'Afrique. Mais donc j'avais une expérience. Je suis allemand, mais je parle français, donc c'est déjà très important. Absolument. Et donc avec ça, mais vous rentrez déjà dans un groupe qui éventuellement peut qualifier. Après, il y a des entretiens, il y a des tests, etc. Et donc je suis arrivé là et je suis ravi. D'accord. On va marquer une pause. Il y a la pub et on se retrouve juste derrière. Ça va. Nous sommes de retour dans le studio de l'avenue Chardy dans l'environnement premium chez Conner, toujours en compagnie de Jops von Kirchmann, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, qui nous expliquait un peu avant la pub. Donc, c'est quoi la différence entre la délégation de l'Union européenne et donc les ambassadeurs des différents pays membres de l'Union européenne. Et je pense qu'on en sait un peu plus d'ailleurs. Je profite pour faire donc un petit clin d'œil aux auditeurs et aux internautes qui nous suivent sur la page Nostalgie 101.1 sur Facebook. Vous avez aussi là-bas la possibilité de poser toutes vos questions. Alors, revenons justement à la cérémonie de présentation de vos lettres de créance. Le président Ouattara a relevé l'importance de la sécurité qui, de son avis, donc pourrait être un sujet clé pour le prochain dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On en est où ? Ça a bougé un peu ou pas ? Tout d'abord, il faut dire, il y avait pendant longtemps pas de dialogue politique. Depuis 2016 ou 2017, ça fait plus que 3 ans. Et là, on l'a eu en janvier. Et pas seulement qu'on a eu un dialogue politique, mais en plus, on le fait régulièrement. Le prochain, on va l'avoir les mois prochains. D'accord. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir un dialogue. C'est pas seulement la sécurité, c'est sur tous les sujets. Si on fait un dialogue politique, on parle de la sécurité, on parle de l'économie, on parle de commerce, on parle de l'inclusivité, de la croissance. Donc, il n'y a aucun sujet qui est exclu. C'est cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire personnellement au cours de votre mandat? Et il est de quelle durée d'ailleurs le mandat d'ambassadeur de l'UE? Mon mandat, c'est entre 3 et 4 ans. D'accord. Donc, j'espère que ça sera 4 ans, mais bon, c'est ça, il faut voir. En fait, moi, personnellement, je voudrais bien remettre l'Union européenne ou présenter l'Union européenne pour ce qu'elle est vraiment, l'Union européenne. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, implique plusieurs choses. Ça implique qu'on ne reste pas, en tant que l'Union européenne, focalisé, je dirais, sur le plateau,
à Abidjan, mais qu'on va vers les populations. D'accord. Qu'on va vers les gens, qu'on va vers les entrepreneurs, qu'on va vers les femmes, vers les jeunes, pour montrer que l'Union européenne, c'est d'ailleurs un ensemble de 512 millions d'habitants, qu'on a nos citoyens qui sont près de la Côte d'Ivoire, qui pensent souvent selon les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes intérêts, et quand on parle en Europe d'une alliance entre l'Afrique et l'Europe, ou l'Europe et l'Afrique, en réalité, ça ne doit pas se limiter à des intérêts économiques, mais c'est une alliance entre les peuples, entre les gens. Nous, on va avoir les élections européennes en mai. Donc, vous avez 512 millions la population et une partie qui va aller aux élections pour voter pour un Parlement européen. Qu'est-ce que l'Union européenne attend de la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devrait légitimement attendre de l'Union européenne? Alors, tout d'abord, il faut dire l'attente est, je crois, exactement la même. L'attente, c'est l'Union européenne voudrait rester lié à la Côte d'Ivoire par comme je disais, par les valeurs, par ce qu'on partage, et économiquement aller ensemble pour avoir plus de croissance, plus d'investissement, etc. Maintenant, nous on pense, et de nouveau, ça s'est reflété quelque part par le programme social qui était montré par le gouvernement, on pense qu'une croissance doit être inclusive. Une croissance doit amener les jeunes et les femmes d'un pays à pouvoir bénéficier de la croissance. C'est un processus. On pense, par exemple, si on fait un investissement, cet investissement doit être durable. Par exemple, la génération future doit encore en profiter. Et ça, c'est par exemple une question de l'environnement. Donc, on est ravis que la Côte d'Ivoire est engagée sur l'environnement. C'est important. Et donc, ça veut dire, en réalité, les valeurs sont liées directement aussi à la manière comment on pense une croissance doit se construire. Et donc, c'est un partenariat. D'accord. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est la Côte d'Ivoire qui doit savoir ce qu'elle veut. Et nous, on va suivre. Vous pensez que la Côte d'Ivoire ne sait pas ce qu'elle veut? Ah non, pas du tout. Mais on va suivre la Côte d'Ivoire. Et ça, on fait depuis quelques années. Vous avez un plan national de développement. Vous avez un plan social. Nous, on va suivre les priorités que n'importe quel gouvernement en Côte d'Ivoire va mettre en évidence. Parce que c'est votre pays, c'est pas notre pays. Donc nous, on est un partenaire. Mais par contre, je veux souligner, on est un partenaire. On vient pas ici parce que... Pour donner des leçons, non? Pour donner des leçons, mais aussi pour exploiter. On est un vrai partenaire. Un partenaire, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt, mais ça veut dire qu'il y a des intérêts partagés. C'est un partenariat. C'est ça qui est important. On va passer la parole à Jean-Claude Koulibaly, qui est le chef du service politique de Le Patriote. Donc, il y a une question pour Jops von Kirchmann. L'année dernière, il y a eu un rapport qui avait été, en tout cas, rendu public plus ou moins par l'Union européenne. Ce rapport était un peu acerbe contre la gouvernance Ouattara. C'est la question que je pose. Est-ce que véritablement l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire à ce niveau-là est à la traîne? La Côte d'Ivoire n'a pas fait d'efforts depuis près de 10 ans sous Ouattara. Est-ce que c'est vraiment ce que pense l'Union européenne? Voilà, question de Jean-Claude Koulibaly. Alors forcément, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Et d'ailleurs, je pensais on va plus me poser cette question. La répétition est pédagogique, c'est bien. La répétition est pédagogique. Je crois, il faut, comme je disais tout à l'heure, j'étais responsable d'une vingtaine de pays en Afrique avant. Il faut voir où se situe la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sort du lot des pays sur le continent africain. Donc, il y a des avances sur plein de domaines différents. Et là, récemment, d'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a un rapport qui est sorti, un rapport de Deloitte, qui dit la Côte d'Ivoire est le pays numéro 1 en ce qui concerne le potentiel d'investissement sur le continent africain, parmi 54 pays. Ça, il faut bien voir. Donc là, j'ai dit, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont exactement le même intérêt de réaliser ces potentiels. Maintenant, si on parle de la réalisation de potentiel, il faut poser la question comment on peut faire? Comment on peut créer un climat d'investissement qui va faire que les entrepreneurs de l'Europe, mais aussi les entrepreneurs ici, ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs, arrivent à le faire? Comment on peut créer de l'emploi
d'une manière inclusive qui permet les 400 000 jeunes actuellement qui rentrent dans le marché du travail de prendre ce travail. Donc, je crois que c'est ça la discussion qu'il faut avoir. Et donc, c'est important de rentrer dans une logique d'intérêt commun. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je disais, moi, je suis ici depuis 6 mois. Depuis 5 mois, j'ai remis mes lettres des créances. Mais c'est ça que je veux construire. Je veux faire comprendre qu'on a des intérêts en commun, qu'on travaille ensemble. Ça, on l'a bien compris. Mais la préoccupation de Jean-Claude Coulibaly, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu d'amélioration entre-temps, depuis 10 ans? C'est plus ça, sa question. En fait, ça suffit de regarder, peu importe la statistique. Je commence avec la croissance. Vous avez actuellement une croissance de 7,8%. C'est cela. Voilà. Regardez le doing business, par exemple. Vous voyez l'avance. L'indice Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, 12,4 ou 12,7%. 2010-2017. Le Millennium Challenge Corporation également, le MCC. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas continuer à travailler ensemble pour améliorer? Oui, certainement il faut. Est-ce que ça veut dire la Côte d'Ivoire n'a pas fait d'avance depuis 2010? Non. Mais là, c'est tellement évident parce que ça suffit de regarder les statistiques. D'accord. Alors, il y a une question, je pense que Mafungwe Mwaba rejoint un peu aussi la préoccupation de Jean-Claude Coulibaly, qui revient donc sur ce fameux rapport. On va skipper donc cette question, on va la laisser tomber puisqu'elle rejoint celle de Jean-Claude Coulibaly. Il y a une autre question de Jean-Claude Coulibaly qu'on va écouter. C'est par rapport aux différents projets structurants qui sont signés par la Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Union européenne. Qu'en est-il exactement du projet qui concerne les activités, les chantiers sur les différentes infrastructures routières dans notre pays? On sait qu'il y a eu un début de commencement, mais on s'interroge encore sur la finalisation, en tout cas, de ces projets-là, qui sont importants pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ok, alors tout d'abord, on a des centaines de projets avec la Côte d'Ivoire. C'est un peu compliqué, ouais. mais je vais peut-être plutôt dire où on va, où on est en train d'aller. Je crois qu'on s'est rendu compte que si on veut vraiment être un vrai partenaire, il faut se concentrer aussi sur le secteur privé et aussi, bien sûr, les infrastructures. Mais les infrastructures, c'est quelque chose que dans l'avenir, on va faire avec une combinaison entre prêts et dons. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire, mais avec les banques, la Banque Investissement Européen, par exemple, avec les banques de développement européen. Vous avez la KfW, la AFD et d'autres. C'est quelque chose qu'on va poursuivre. Mais alors, soit on a un projet très précis, mais sinon, oui, on continue dans ces sens-là. La grande différence, c'est on va travailler beaucoup plus avec les secteurs privés. Ça pas seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain. On nous a expliqué, et d'ailleurs c'était 2017 lors du sommet ici à Abidjan entre l'Union africaine et l'Afrique, voilà. On nous a clairement dit il y a des soucis démographiques, il faut faire quelque chose pour le jeune, il faut créer de l'emploi, il faut aider pour l'investissement. Et là, nous, comme je disais tout à l'heure, on va dans ces sens-là. C'est-à-dire, on va essayer un maximum pour aider directement les entrepreneurs. D'ailleurs, le 25 avril, on organise au Palais des Congrès un forum des affaires. Et le forum des affaires, ça va être extrêmement pratique. Pour le tout petit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rentrer dans l'entrepreneuriat, pour obtenir un crédit, mais aussi comment formuler mon business plan. Comment est-ce que quelqu'un peut m'aider pour la gestion? Et pour le plus grand, moi j'ai 30 employés, je veux avoir 300. Qu'est-ce que je peux utiliser comme instrument qui peut me permettre de faire ces pas-là? D'accord. C'est ça qu'on va faire le 25 avril. Donc c'est ça que je veux dire. On s'adresse directement au secteur privé. Et là, on a commencé, mais ça c'est le début d'une vague des instruments qui va venir dans les années à venir. D'accord. Ils vont s'adresser au secteur privé. Alors, j'aimerais qu'on ferme le chapitre politique avec cette question de JMK Oussou, secrétaire général de rédaction de l'Inter, qui revient donc sur le rapport de l'Union européenne qui avait causé, d'après ses mots, donc des remous entre l'UE et les autorités ivoiriennes. La question qui se pose, c'est est-ce que l'Union européenne a vocation à s'immiscer dans la gestion quotidienne des États partenaires? Mais alors, tout d'abord,
de nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est il faut avoir une relation, il faut avoir une base pour avoir un dialogue. Vous pouvez rien construire s'il n'y a pas de relation qui fonctionne entre deux États. Donc c'est la première chose. Après, il faut regarder ce qu'on a en commun. Et donc, ça veut dire il faut regarder est-ce qu'on a des intérêts en commun, etc. Après, c'est chaque État qui gère. Et c'est pas applicable uniquement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est une de nos mantras aussi. Chaque État gère son État. C'est impensable que l'Union européenne ou je suppose un État membre, c'est la même chose, va dire voilà, il faut faire ça comme ça. On n'est pas ivoirien, on n'habite pas ici, donc on peut que s'aligner à ce qu'un gouvernement veut faire ou un pays veut faire. Mais ça veut dire aussi, on peut rien faire si le pays ne veut pas le faire. Ça, c'est la conséquence de ça. Et je crois ça, moi, mes collègues aussi, on a très bien compris. C'est ça. Donc, on suit. Et c'est ça la logique. D'accord. On va peut-être aller directement à la question de Mafumbe Bamba. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, je demanderai son avis et son commentaire sur la guéguerre au niveau de la réforme de la CEI. Voilà, la commission électorale indépendante. Il y a une guéguerre, selon les mots de Mafumbe Bamba. Quel est votre avis? Mais, mon avis, d'ailleurs, que j'ai exprimé ouvertement, c'est ce que le gouvernement nous a toujours dit. L'objectif, c'est de créer une commission électorale qui inspire la confiance. C'est cela. Mais c'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de dire comment il faut le faire. Je peux pas le faire parce que déjà je connais pas tous les détails de la commission électorale et comment elle fonctionne. Mais je crois que c'est les résultats qui comptent. Et c'est ça qu'on attend en tant que communauté internationale. Et là, moi, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, j'attends qu'à la fin, on a un organisme qui peut aider. Et ça, c'est le souhait du gouvernement actuel. Qui crée la confiance et qui donc peut être un élément clé pour des élections paisibles. Dans une dizaine de minutes, on va ouvrir le téléphone au 20 21 85 52, 20 21 30 44 pour permettre donc aux auditeurs d'intervenir et de poser leurs questions à notre invité, Jobs von Kirchmann, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Une autre question de Mafumbe Bamba de LG Info. Monsieur l'ambassadeur, je demanderai de me faire, si possible, un bilan des retombées du sommet UE-UA qui a eu lieu à Abidjan, je crois qu'il y a environ 2 ans, surtout en ce qui concerne les propositions et les promesses qui avaient été faites sur le front de la lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, vous en aviez parlé il y a quelques minutes, l'immigration illégale. Oui, mais je crois que les sommets étaient surtout axés sur l'idée qu'il faut se concentrer, ce que je disais tout à l'heure, sur la création de l'emploi et sur l'investissement. Il y a aussi la migration illégale. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais je crois, si on parle de la migration illégale, c'est trop singulaire. Il faut vraiment parler de la migration. La migration, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui va toujours exister. La grande partie de la migration, c'est la migration tout à fait légale. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, il y a chaque année plus des Ivoiriens qui vont en Europe, année par année. Il n'y en a pas moins. Il y a par facteur, je crois, 10 ou 20 ou 30, plus des étudiants ivoiriens qui puissent bénéficier du programme Erasmus+, qui vont aller en Europe. Maintenant, je vais vous dire mon souhait tout à fait personnel. Mon souhait personnel, c'est qu'il y en a encore beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus d'échanges avec l'Europe, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, idéalement, je voudrais, je ne sais pas si je peux réaliser ça, mais c'est un souhait personnel. Je voudrais bien qu'il y ait aussi plus d'Européens qui viennent ici pour faire les études. Et d'ailleurs, je suis en train de motiver mes propres enfants de venir ici. D'accord. Et découvrir, parce que je trouve que c'est enrichissant. Et dans les deux sens, et pas dans un sens. Si on parle d'une alliance Afrique-Europe, mais c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une alliance entre peuples, c'est une alliance entre des gens.
Et donc, pour ça, c'est important d'avoir ces types d'échanges et de ne pas focaliser uniquement sur la migration illégale. Alors, la JMK Oussou, c'est important aussi d'en parler sur le volet économique, se demande quel est le poids véritable de l'Union européenne dans l'économie ivoirienne quand on retire la France, partenaire traditionnel donc de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est cela. Quel est le poids de l'Union européenne? Alors, Cheikh, je vais vous poser encore une question. D'accord. Le premier pays d'export de la Côte d'Ivoire. Le premier pays pour l'export. Pour l'export. Ouais. Je ne sais pas. Voilà. Devinez. L'Allemagne. Déjà, vous n'avez pas dit la France. C'est les Pays-Bas. D'accord. C'est les Pays-Bas. Alors, vous me posez la question. Il y a 40% des produits en Côte d'Ivoire qui sont exportés vers l'Europe. Et le premier pays, c'est les Pays-Bas, suivi par la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., etc. Donc, si vous me dites, j'enlève la France, mais la France est 6,8%, je crois, mais vous avez 40 moins 6,8, donc vous avez toujours... environ 43%. 33%. Pour l'investissement, actuellement, on voit beaucoup plus d'investissements français, mais on a de plus en plus de pays qui vont venir. D'accord. D'ailleurs, l'Allemagne va ouvrir une chambre de commerce ici. Vous savez, là, je vois chaque semaine des entrepreneurs qui viennent, de Belges, des Suédois, des Allemands. Il y a d'ailleurs le ministre polonais pour le commerce qui va venir et l'investissement qui va venir pour le Forum des affaires pour annoncer que la Pologne est intéressée d'investir ici aussi. D'accord. Donc vous voyez, je crois qu'il y a un grand intérêt. Et donc là, actuellement, l'Union européenne tient à peu près 60% de l'investissement étranger direct en Côte d'Ivoire. Et donc c'est plusieurs pays. Et j'espère dans l'avenir, ça sera encore plus et encore plus varié. D'accord. On va terminer avec JMK Oussou qui se demande qu'est-ce qui fait courir l'Union européenne sur le continent africain? La peur de la montée de l'influence chinoise, japonaise ou américaine et russe? Je crois ce qui nous fait... Qu'est-ce qui vous fait courir? Ce qui nous fait courir. Alors, tout d'abord, je crois ce qui nous lie, c'est ce qu'on est déjà lié. Et je crois, si on voit la tendance aujourd'hui de se focaliser plus sur l'Afrique, parce que c'est ça, quand l'Union européenne et l'Union africaine ont dit on va faire une alliance, c'est rien de nouveau, ça existe. Mais on redécouvre quelque chose qui est là. On redécouvre que l'Afrique, c'est un voisin direct. C'est pas l'Asie, c'est pas loin, c'est tout près. Et donc, on a lors du sommet à Abidjan ici en 2017. On a bien dit, tout ce qui se passe en Afrique influence l'Europe, et tout ce qui se passe en Europe influence l'Afrique. On peut pas dire ça pour tous les autres continents et tous les autres pays. Et je crois ce qu'on redécouvre, c'est ça. Et d'ailleurs, on les redécouvre en tant que partenaires. Et je reviens à l'image du mariage. On est liés depuis longtemps. Et peut-être dans un mariage qui dure depuis longtemps, on commence à regarder à gauche, à droite, mais on n'oublie pas ce qui est vraiment la valeur de ces mariages qui existent depuis longtemps. On va aller directement donc au premier auditeur, au standard de Prosper Muller. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a qui dans mon téléphone? J'appelle de l'intérieur. Vous appelez de l'intérieur, d'accord. À qui est-ce que je parle? Je préfère garder mon nom. Vous préférez garder votre nom? Oui. D'accord. Allons-y, d'accord. Écoutez, ok. Bon, ce que je m'aimerais un peu donner comme mon intervention. Je vois qu'en Europe, souvent quand il y a la culture, on achète. Quand il y a quoi, pardon? C'est la France qui nous colonise. Pardon. Attendez. Allô? Oui. Oui, on n'a pas bien saisi ce que vous avez dit en premier. Ça s'est coupé? Oui. J'aimerais lui dire que sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, c'est un peu difficile, qu'ils n'ont qu'à penser à ça au lieu de parler les pauvres français. Parce qu'aujourd'hui, on a ramassé les anacards, même cacao, tout ça là. Ça dans les maisons, c'est même pas comment il faut faire pour vendre. En Europe là, souvent quand on fait la culture, même de tomates, aubergines, on achète et puis ça fait le développement de leur pays. D'accord, bon. Maintenant, notre pays, il faut qu'on est colonisé par la France. On achète, on a les anacards, toutes les choses dans la maison, on n'arrive même pas à vendre pour pouvoir se nourrir les enfants.
Ou comment on va rester dans le pays et puis ils vont pouvoir nous coloniser tous les jours? D'accord. D'accord, ok. C'est pas bon dans le pays. D'accord, merci, ok. Voilà. Bon, d'accord. Si vous voulez y répondre. Donc, j'ai bien compris, vous dites, mais pourquoi la Côte d'Ivoire achète plein de produits, légumes et autres dans d'autres pays? Et d'ailleurs, c'est pas seulement vous qui se posez cette question, mais j'ai eu une réunion hier avec le ministère qui s'occupe de PME, qui se pose la même question et qui voudrait bien retourner ça justement et faire le nécessaire pour qu'il y ait plus de production, surtout des légumes, mais d'autres produits aussi, en Côte d'Ivoire, qui va réduire la dépendance à la Côte d'Ivoire ou cette nécessité d'acheter. Parce que la Côte d'Ivoire, comme je le vois ici, c'est un pays extraordinaire qui permet d'ailleurs de cultiver une variété de légumes et autre chose. Ce qu'il dit, c'est aussi la difficulté d'écouler. Parce qu'apparemment, c'est un producteur d'anacarde, donc la difficulté d'écouler donc les produits vers l'étranger, vers l'Europe notamment. Alors, juste pour finir avec le premier, il y a déjà un problème actuellement, éventuellement, de commencer un entrepreneuriat. C'est là, nous, on s'engage très fortement pour aider les gens à commencer. Souvent, c'est un problème de financement, c'est un problème d'accompagnement. Après, au niveau l'export, on vient de signer, on vient de ratifier avec la Côte d'Ivoire l'accord de partenariat sur le commerce. Et donc ça rentrait en vigueur le 1er janvier 2019. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de maintenant, fur et à mesure pour les années à venir, on va libéraliser complètement l'échange entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi, libéraliser? Libéraliser, ça veut dire vous pouvez exporter, vous payez pas de douane. D'accord. Vous pouvez importer, vous payez pas de douane. D'accord. Et donc ça, ensemble avec les initiatives qu'on fait pour justement aider les tout petits entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir, ouvre forcément une porte vers l'export. Et là, on pense, on a fait une estimation, on pense que dans les 10 ans à venir, le commerce pourrait doubler entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. D'accord. Un autre auditeur au standard de Prosper Muller. Je rappelle les deux lignes de téléphone 20 21 85 52 21 30 44. Allô? Alors, bonsoir, monsieur Cheikh. Bonsoir. Il y a qui dans mon téléphone? Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, vous nous appelez d'où? J'appelle de Boaké. Allez-y, nous sommes tout oui. Enfin, je voulais demander aux représentants de l'Union européenne qui est sur le plateau, est-ce normal pour que nous, pays africains, producteurs de nos propres produits, nos matières premières, nous n'arrivons même pas à fixer le prix de nos matières premières. Depuis, cela date depuis des années, on ne peut pas compter le nombre d'années que cela existe. Et ce système-là appauvrit les pays africains, à plus forte raison, les paysans que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que cela puisse changer afin que justice soit faite? D'accord. Gardez la ligne, Pascal. La préoccupation de Pascal, c'est que les prix, notamment des matières premières, des denrées alimentaires, des matières premières, donc, sont fixés par les Occidentaux et pas l'inverse. Donc, les producteurs ne fixent pas le prix, c'est plutôt les acheteurs qui fixent le prix. Effectivement. C'est bien, Pascal. Merci, Pascal, pour votre question. Merci beaucoup. Je suis pas sûr, je suis la bonne personne pour répondre à ça en tant que l'ambassadeur de l'Union européenne, mais je crois que le prix est essentiellement fixé par le marché. Et donc, ça veut dire, quand il y a une surproduction, les prix tombent. Par exemple, dans le cacao, si je me souviens bien, s'il y a 10% moins de production, le prix augmentera de 30%. C'est la loi du marché. C'est-à-dire, je vous donne un autre exemple. À un moment donné, et c'est pas ici, c'est à Madagascar, il y avait la production de vanille qui marchait plus parce qu'il y avait des tempêtes, cyclones et autres. Et donc, comme il y avait plus assez sur le marché, le prix a augmenté, mais de 100%, 200%. Après, il y en avait de nouveau beaucoup, donc le prix a rechuté. Donc, c'est ça. C'est la loi de demande et de l'offre. Un autre auditeur à la suite de Pascal, je rappelle donc les deux numéros de téléphone, vous pouvez nous appeler. Ah oui, il y a la pub. On marque une pause et on revient juste après la pub. Nous sommes de retour dans les studios de l'avenue Chardy en compagnie de Jops von Kirchmann qui nous fait l'amitié de répondre à notre invitation ce soir dans Cheikh On Air pour nous en dire un peu plus sur les missions de l'Union européenne dont il a la charge. Et il se prête aussi depuis quelques petites minutes, en tout cas depuis avant la pub, aux questions des auditeurs. Et nous avons un autre auditeur à la suite de Pascal de Boaké. Allô?
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui est-ce que nous parlons? Jean-Michel. Jean-Michel, vous nous appelez d'où? 8e tranche. D'accord, nous vous écoutons, Jean-Michel. Bon, je dis voilà, bonsoir à l'ambassadeur. Bonsoir. Je dis bonsoir à l'ambassadeur d'abord. Il vous a répondu, allez-y. Oui, moi, ma question tourne principalement au niveau de l'éducation. Alors, on dit qu'il n'y a pas meilleure richesse que d'hommes. Alors, que fait l'Union européenne en matière d'éducation en Côte d'Ivoire? D'accord. Avec les grèves intempestives. D'accord. Et surtout, oui, les problèmes des diplômes et l'embauche. Donc, il y a un problème d'adaptation entre les diplômes et comment on appelle ça? D'accord. Les postes qui sont offerts aux jeunes. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut insister sur la formation. Ok. Parfait. Merci Jean-Michel, on vous a saisi. Donc, Jops von Kirchmann va y répondre. Voilà. Donc, l'éducation. Voilà. Je ne sais pas si c'est à vous qu'on doit poser la question ou au gouvernement ivoirien, mais bon, allez-y. Oui, mais moi, je prends la question dans le sens qu'est-ce qu'on peut apporter pour accompagner les efforts d'ailleurs que vous trouvez dans le programme social. Je crois effectivement c'est une très bonne idée que le gouvernement s'avance sur l'éducation et sur un plan social et sur l'inclusivité de la croissance. Je crois que c'est primordial. Qu'est-ce que nous, on peut apporter? Mais nous, on apporte surtout sur la formation professionnelle. Et je crois que c'est ça aussi que vous avez dit. Il y a vraiment une nécessité de voir quels sont les besoins des entreprises privées et comment on peut former les gens pour prendre ces emplois qui sont créés. Donc, nous, on fait beaucoup de projets dans la formation professionnelle. D'accord. Et on s'engage très, très fortement dans ça parce que on a vu que c'est important de voir, par exemple, vous avez une entreprise qui fait des tubes ou autre chose, et après, ils ont besoin de quelqu'un, un soudeur. Mais alors, il n'y en a pas. On a besoin peut-être d'un plombier, on a besoin peut-être de quelqu'un qui fait l'électricité, et plein d'autres métiers. Et donc, nous, on investit dans la formation professionnelle. C'est-à-dire, et là, on amène le secteur privé. Comme je disais, c'est ça la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas faire, à mon avis, une formation d'une manière isolée. Parce qu'après, et c'est ça que vous avez dit, à quoi ça sert un diplôme à un moment donné si vous ne trouvez pas d'emploi. Donc la base doit être voir ce qui est nécessaire, quel emploi existe. Et sur base de ça, il faut adapter la formation. Il faut donc une adéquation formation-emploi. Notre auditeur à la suite de Jean-Michel au standard de Prosper Muller. Allô? Allô? Allô, bonsoir, Cheikh. Bonsoir, ça c'est Ismaël Koné, si je ne m'abuse. Voilà, Ismaël Koné qui nous appelle de Kologo. Comment va Ismaël? Oui, ça va bien. Alors, on va faire assez rapidement, Ismaël Koné, on n'a plus qu'une 8aine de minutes. Oh, ok. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. J'aimerais savoir, il y a un problème que vous n'avez pas évoqué, celui du Brexit. Est-ce que, vu le poids de la livre sterling, avant l'arrivée de l'euro, autrement dit, à part, disons, le poids de l'Angleterre dans l'Union européenne, est-ce que le retrait de l'Angleterre dans cette union-là ne va pas trop affecter les relations entre l'Union européenne et les pays africains, surtout la Côte d'Ivoire? C'est ce que j'aimerais savoir. D'accord, merci Ismaël Koné. Alors, tout d'abord, pour l'instant, on n'a pas de Brexit, donc c'est rapporté vers la fin de l'année, donc en octobre, fin octobre. Donc, c'est peut-être trop tôt de se prononcer. Maintenant, de point de vue européen, je crois on voudrait bien rester ensemble. Donc, maintenant, il faut respecter les souhaits, la volonté d'un peuple qui s'est exprimé. Après, ça, c'est pour le gouvernement britannique pour se prononcer sur ça et de voir ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, on n'a pas. Après, je veux bien préciser, l'Angleterre ne fait pas partie de l'euro. Donc ça veut dire... oui, il s'est rattrapé sur la question. Il a parlé de l'East C'est souvent une question que j'ai. On me dit, mais l'Union européenne égale euro, égale Schengen. Mais ce n'est pas comme ça. Absolument. Vous avez des pays comme Danemark, par exemple, qui n'a pas de l'euro. Vous avez l'Angleterre qui n'a pas de l'euro. D'autres pays ne sont pas dans Schengen. Donc, point de vue euro, ça n'affecte rien du tout. C'est exactement la même chose. Après, par rapport aux pays africains,
Mais si là je prends la Côte d'Ivoire, mais il faut analyser en détail. Qu'est-ce qu'est le commerce aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre? Donc, elle est peut-être relativement petite comparée avec le pays plutôt anglophone. Donc ça va affecter relativement peu. Au niveau des finances, des développements par exemple, la proposition que l'Union européenne a fait pour le futur, se basant sur l'idée qu'éventuellement il n'y en a plus l'Angleterre, et malgré cela plus grand de ce qu'on a aujourd'hui. Donc financièrement, ça ne va pas affecter. Absolument. On va prendre un autre auditeur à la suite de Ismaël Kone de Korogo. Allô? Allô? Faut couper la radio, sinon je vous coupe. Allô? Bon, on l'a coupé. Prosper l'a coupé. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, il y a qui dans mon téléphone? Traoré Oumar à Boaké. Traoré Oumar, vous êtes on air et vous avez 1 minute 40 secondes pour poser votre question. Oui, j'aimerais savoir si tel est le fait que c'est l'Union européenne qui fait les négociations commerciales entre l'Europe et l'Afrique. Pourquoi la disparité des prix entre les pays anglophones et les pays francophones au niveau donc des matières premières, cacao, café et anacarde? Telle est ma question. Je ne sais pas si je l'ai bien posée. Vous avez bien compris la question? Oui, mais c'est un peu la même question qu'on avait tout à l'heure. C'est cela. C'est-à-dire... Merci Oumar Traoré. Voilà. Quand on fait une négociation, et bonsoir d'ailleurs aussi, quand on fait une négociation sur le commerce, c'est essentiellement d'ouvrir la possibilité de pouvoir exporter, importer ce que j'appelle librement, c'est-à-dire il n'y a pas de taxes à payer, pas de douane à payer, etc. Mais le prix d'un produit, c'est le marché qui détermine ces produits. Et donc, ça, vous avez un accord ou pas d'accord, ça influence pas mutuellement. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps. Je propose qu'on parle assez rapidement de ce vaste projet, programme culturel, on peut le dire. C'est l'UE Magic Tour, une sorte de joint venture entre l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne, et donc Gao Productions de Asalfo, d'ailleurs, qui, j'espère, donc nous écoute. C'est quoi cette initiative? Ça sort d'où? C'est quoi le but? On va où? Alors, ça a commencé il y a plusieurs mois. En fait, l'année passée, j'ai rencontré Asalfo et on a commencé à discuter. On ne se connaissait pas encore très très bien. On a commencé à discuter des valeurs et puis il m'a parlé de ces valeurs et les valeurs de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai parlé de valeurs, comme je fais un peu ici, de l'Union européenne. Et on s'est rendu compte que ce sont les mêmes valeurs. D'accord. Après, j'ai demandé à mes collègues, mais regardez un peu dans la Constitution et autres, et on s'est rendu compte, c'est les mêmes valeurs, on a les mêmes valeurs. Et donc, là, on s'est dit, mais tout le monde parle d'une alliance entre l'Europe et l'Afrique, et souvent, on se focalise sur l'économie, sur les statistiques, sur l'investissement. Mais cette alliance doit se former entre les gens, et donc, rien est mieux que faire, en fait, c'est réunir sur des valeurs qu'on partage. Mais là, la différence, c'est, pour faire ça, je pensais, il faut sortir de la bulle du plateau, de l'Abidjan. Il faut aller vers la population. Et il faut montrer à la population qu'on a les mêmes valeurs et que ces valeurs sont, je peux dire, universelles. Hein, par exemple, donner une éducation aux enfants, aux filles surtout, très important. Égalité entre hommes et femmes, très important. La solidarité, rester unis. Ça, c'est notre motto d'ailleurs en Union européenne, rester unis dans une diversité. Votre devise. Votre devise, oui. Donc on a 28 États membres et chaque État membre est différent. Et là, on est réunis. Et donc, c'est des valeurs qu'on peut partager. Et donc là, on a dit, mais alors, il faut faire quelque chose ensemble, il faut aller vers le gens. Et il ne faut pas simplement faire, et ça souvent on me dit, mais c'est un concert, mais ce n'est pas un concert. C'est un engagement sur les valeurs. Quand vous avez vu Asalfo et la Fondation Magic System, ils ont ramené 30 autres artistes. Et chaque artiste porte une valeur. Et donc, on va ensemble vers la population. On engage avec les jeunes, les femmes, etc. Et donc, on va faire partout dans les pays. C'était les débuts à Koumassi, ici. C'est cela. La première fois qu'on a fait un concert, on avait 20 000 personnes. Dimanche dernier. Ah ouais, c'était fantastique. Et là, on va aller, plus tard dans l'année, dans plein d'autres régions. Absolument. Pour faire la même approche. Voilà, et il y a 12 étapes comme les 12 étoiles donc des drapeaux de l'Union européenne. 12 étapes comme les 12 étoiles de l'Union européenne, vous avez bien vu. Voilà. C'est cela. Jobs von Kirchmann, je vous laisse dire un dernier mot quand même. J'aime bien donner la latitude à mes invités de le faire, mais là vous avez 30 secondes. C'est un record qu'il faudra battre. En 30 secondes. Merci Cheikh. Donc, ce que je souhaite,
qu'on arrive à ces projets, je vais commencer avec ça, à faire une réalité pour les populations, pour les gens, de cette alliance entre l'Afrique et l'Europe. Que ça devient quelque chose qui est pour tout le monde et qui est partagé par tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes, mais aussi les Européens. Jobs von Kirchmann, merci. C'est passé très vite. Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air.